Bonjour tout le monde, merci d'être venu pour cette cérémonie. Je tiens à excuser Monsieur Uturi, maire d'Oloron, qui n'a pas pu venir se joindre à nous. Et nous sommes ici donc pour célébrer le 90e anniversaire de la Seconde République espagnole. Ici à Oloron, terre d'Espagnols. Nous irons ensuite à Gurs, où beaucoup d'internés de républicains espagnols et brigadistes ont souffert. Et ensuite à Buziette, au monument des guérilleros espagnols, qui eux aussi ont combattu pour la République, pour les républiques et pour les démocraties. Donc la Seconde République espagnole aurait 90 ans ce 14 avril 2021. Une première tentative de restauration de la République avait eu lieu quelques mois auparavant. Nous sommes le 12 décembre 1930 à Jaca. Un soulèvement y est mené par un groupe militaire républicain. Cette tentative de renverser le gouvernement espagnol du général Berenguer, dit Dicta Blanda, est organisée également par la confluence de différentes organisations, syndicats et partis politiques, rassemblés dans le Comité républicain national, Comité Republicano Nacional, qui constituera le premier gouvernement provisoire de la République quelques mois plus tard. Il débute par la proclamation de la République depuis le balcon de la mairie de Jaca en Aragon, avec la nomination du premier conseil municipal républicain, afin de démontrer publiquement son caractère civil. Le soulèvement est malheureusement déjoué et ses principaux instigateurs, les capitaines Firmin Galán et Ángel García Hernández, sont fusillés. Malgré son échec, il contribue toutefois à affermir dans la population l'idée d'une république, qui sera proclamée seulement 4 mois plus tard. La primera ha venido del brazo de un capitán, niñas, cantar al coro, viva Firmin Galán. C'est donc par les urnes, à l'issue d'élections municipales d'où les partis républicains sortent majoritaires, et suite à la fuite du roi Alphonse XIII hors du pays, que le 14 avril 1931, la République est proclamée en Espagne. La Deuxième République réalise des réformes importantes en matière de citoyenneté, d'éducation, de culture, de santé, de législation du travail, de droits des femmes. Je vais citer ici Jean Ortiz. Pour des millions de pauvres, d'analphabètes, de jornaleros, des ouvriers agricoles sans terre, pour les prolétaires des villes, pour les femmes réduites à un statut d'éternel mineur, la République, c'est l'espoir qui se lève, la terre enfin à ceux qui la travaillent. Il est cependant tentant de faire le parallèle avec le programme de la Commune de Paris, de Marseille, Narbonne, Saint-Étienne et Toulouse, dont nous commémorons cette année les 150 ans. Cette révolution communale, commencée par l'initiative populaire du 18 mars, voulait inaugurer une ère nouvelle de politique expérimentale, positive et scientifique. Ce devait être à la fin du vieux monde gouvernemental et clérical, du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation des monopoles, des privilèges auxquels le prolétariat doit son servage et la patrie ses malheurs et ses désastres. L'expérience démocratique, l'enseignement gratuit, le féminisme, la séparation de l'Église et de l'État, l'internationalisme, les droits inaliénables du peuple, le plein exercice de ses facultés et de ses aptitudes comme homme, citoyen et travailleur, la garantie absolue de la liberté individuelle, de la liberté de conscience et de la liberté du travail, telles sont les valeurs fondamentales défendues tant par la Commune que par la Seconde République espagnole. Mais toutes ces belles idées dérangent. Elles sont insupportables pour l'oligarchie, l'Église, les grands propriétaires, la hiérarchie militaire et ainsi de suite. La répression contre la Commune est sanglante et immédiate. La répression contre la République espagnole prendra plus de temps, mais sera tout aussi sanglante. Dès novembre 1933, les listes de droite et d'extrême droite gagnent les élections générales. Commencent alors 2 années noires de contre-révolution, de restauration oligarchique, de répression, de fermeture de nombreuses casas del pueblo, d'Ateneos, de suspension du salaire minimum, du statut de la Catalogne, de la réforme agraire, d'écrasement d'insurrections populaires, et notamment la révolution des Asturies en octobre 1934. Mais suite aux élections de février, le Front populaire, formé par les républicains, les socialistes et les communistes, gagne les élections. Il s'agit d'un retour du panorama politique espagnol qui mène à la victoire de la gauche plurielle, battue en 1933. Elles furent aussi, ces élections, les dernières avant la guerre. Plusieurs formations d'extrême droite de création récente, comme la Phalange, affirment leur volonté de renverser la République par la violence. Le coup d'État de juillet 1936 provoque l'effondrement de l'État républicain.
l'Espagne devient le lieu d'affrontement de grandes puissances et le terrain de manœuvre des grandes armées européennes. En France, Léon Blum, tout d'abord favorable à une aide aux républicains, reçoit une demande d'assistance le 20 juillet 1936, à laquelle il répond positivement. Mais il doit faire marche arrière devant l'opposition de la droite, des radicaux du président modéré Albert Lebrun et du Royaume-Uni. C'est dans ce contexte que Léon Blum propose le pacte de non-intervention signé par la quasi-totalité des pays européens. Ce conflit est une préparation de la Seconde Guerre mondiale. Il permet de jauger les rapports de force européens, l'attentisme des démocraties françaises et britanniques, l'engagement de l'Italie fasciste et de l'Allemagne nazie, tout comme l'Union soviétique. Il eut un retentissement médiatique et culturel très important. La période qui a suivi la guerre d'Espagne, de 1936 à 1939, est une période de pauvreté, de faim, de misère et de représailles, d'exil. Tout ça contre les républicains vaincus. L'état de destruction physique et morale dans lequel le pays a été trouvé a fait que l'Espagne n'a pas participé activement à la Seconde Guerre mondiale. Et il est resté officiellement neutre. Bien que par ses affinités avec les idées fascistes de l'Axe, il a parfois prêté aide à l'Allemagne et à l'Italie. Par exemple, la Division Azul sur le front russe. La dictature militaire née de la guerre reste marquée pendant des années par ses alliances, même si elle ne participe pas directement à la conflagration mondiale. 40 années de dictature commencent donc en Espagne. Il a fallu la mort du dictateur en 1975 pour qu'une forme de démocratie revienne en Espagne. Malheureusement, la monarchie est instaurée. Une loi d'amnistie permet la libération des prisonniers politiques de gauche et des syndicalistes, mais aussi l'effacement des crimes franquistes. Aujourd'hui encore, malgré les lois de mémoire, une grande partie des Espagnols attend vérité, justice et réparation. Célébrer le 14 avril n'est pas une démarche mémorielle nostalgique, mais bien au contraire militante vers l'avènement d'une Espagne plurielle et républicaine. L'Espagne de tous les Espagnols. La démocratie est fragile, mais il faut être prudent face à la montée des extrêmes droites. J'aimerais citer Ludivine Dantini. Pour cette historienne spécialiste de la Commune, il existe des correspondances entre cette période, et en ajoutant la période espagnole, je dirais ces périodes, et ce qu'il se passe aujourd'hui. Les hommes et les femmes de cette époque ont des choses à nous dire par-delà le temps. Toutes les réflexions qu'ils ont menées sur tellement de sujets restent d'actualité. La place des femmes, la démocratie, l'art, la culture, le travail, le partage des tâches. Cela résonne aujourd'hui à un moment où il y a un peu moins de confiance dans le personnel politique, et alors que les promesses ne sont pas tenues. Cela fait revivre les espoirs de l'époque. Nous terminerons donc cette cérémonie par une minute de silence dédiée à la mémoire de toutes les victimes de la répression fasciste en Espagne, aux victimes de l'exil, aux résistants espagnols qui, après avoir lutté 3 ans contre le fascisme en Espagne, ont combattu le nazisme en France. Un hommage aussi à tous ceux qui, ici, autour de nous, dans notre région, espagnols ou non, ont défendu cette Seconde République et qui, pour certains et certaines, y ont laissé leur vie. Je ne peux pas tous les citer, mais je pense à Carmen Bazan, dont la passerelle est ici à côté, qui était agent de liaison de la résistance espagnole dans la région. Hans Herrelmann, médecin brigadiste international allemand, assassiné au maquis du Bagé et à ses compagnons d'armes. Aux 14 guérilleros enterrés à Buziette, massacrés par les SS. À tous les internés du camp de Gurs et aux nombreux Oloronnais, issus ou non de l'immigration espagnole, qui se sont engagés dans les brigades internationales. Une pensée également aux 402 républicains espagnols fusillés à Jaca, tous fusillés impitoyablement victimes du soulèvement franquiste. Et une pensée petite particulière pour une jeune espagnole de Jaca, Desideria Jiménez Moner, que l'on connaissait sous le nom de la Cazoleta. C'était une jeune communiste qui, à l'âge de 16 ans, avait mené la manifestation le 1er 1936 à Jaca et qui, quelques semaines plus tard, sera abattue par les phalangistes pour le simple fait d'avoir porté un drapeau rouge ce jour-là. Je vous remercie. Renuevo lamento
Merci à tous. Rendez-vous maintenant au cimetière de Gurs et ensuite à Busières. Ceux qui peuvent. Bonjour, nous voici maintenant au camp de Gurs, où de nombreux républicains espagnols de l'armée républicaine espagnole ont été internés ainsi que des brigadistes et de nombreux civils également, qui ont tout au long de la durée du camp été internés. Mais nous célébrons ici le 90e anniversaire de la République espagnole. Je ne suis pas habilité à le faire. Je préfère laisser la parole à Raymond Villalba, qui est issu et petit-fils de républicains espagnols qui ont été internés ici au camp de Gurs. Bien. Dans ce lieu sinistre, où des milliers et des milliers de républicains espagnols sont arrivés à partir d'avril 1939, cet endroit isolé, perdu au fin fond de la France, ils sont arrivés à la gare d'Oloron-Sainte-Marie, ils arrivaient d'Argelès, de Barcarès, de ces camps de la misère, sur ces plages du Roussillon, et ici, ils ont eu un accueil difficile de la part des 400 soldats d'un régiment qui gardait le camp de Gurs, mais ils avaient quand même un toit. Il y avait 432 baraques, mais il y avait aussi les barbelés, il y avait aussi la force de ces hommes qui arrivaient de 3 ans de lutte en Espagne contre le fascisme. Ils avaient été trahis par la non-intervention, et ici, ils commençaient à revivre, à rebattre, à avoir un espoir. Et ces hommes qui ont accueilli aussi les Juifs qui venaient d'Allemagne, ou ces Juifs étrangers qui avaient été raflés sur le territoire français, ont été le début de la résistance sur notre terre du Béarn. C'est eux les premiers qui se sont levés quand en 1942, les troupes allemandes ont envahi toutes les Basses-Pyrénées. Ils ont formé la 10e brigade de guerrilleros, et c'est eux qui avaient l'espoir d'une victoire des pays démocratiques sur le nazisme, qui a eu lieu en 1944-45, et eux qui ont voulu, qui ont souhaité reprendre et remettre en place la République en Espagne. Malheureusement, une deuxième non-intervention est survenue. Les dirigeants des pays démocratiques avaient peur du peuple espagnol. Et on a laissé le dictateur gouverner l'Espagne pendant 40 années. 40 années d'une dictature très dure. Et tous les espoirs qu'avait amené la Seconde République depuis 1931 jusqu'à 1939, toutes ces réformes, que ce soit au niveau de la réforme agraire, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit pour le droit des femmes, a été complètement aboli par le régime fasciste. 40 longues années de dictature. Et à la mort du dictateur, il est mort dans son lit, la démocratie, un semblant de démocratie est revenu en Espagne. Bien sûr, il y a eu le droit de vote, mais on a imposé un roi, la monarchie, alors que la justice aurait voulu que, comme la Seconde République a été écrasée par la force, elle aurait dû revenir
en 1977-78. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, encore en Espagne, les fascistes, ce que fait ce parti Vox, qui gagne certaines élections et qui surtout impose un discours digne du franquisme. Je pense qu'il faut continuer la lutte. 90 ans après, les petits-fils et les fils de ces républicains espagnols doivent se battre de nouveau pour pouvoir, enfin, en Espagne, avoir une vraie démocratie. Comme vous le savez, ici, il y a eu aussi des réservistes dans la commune. Et il y avait 353... Bon, nous allons faire la minute de silence. Vous voyez où... Je vous remercie et nous allons nous rendre maintenant à Buziet. Nous voici donc maintenant à Buziet pour la troisième petite cérémonie en hommage à la Seconde République espagnole. Ici sont enterrés des guerrilleros espagnols qui ont combattu en Espagne pendant 3 ans et qui ont combattu en France pour la résistance contre les fascismes et qui n'ont malheureusement pas pu retourner chez eux, leur famille n'a pas pu les revoir. En hommage à eux, je vais lire un petit texte qui est sorti du journal qu'ils avaient édité pour le mois d'octobre lors de leur enterrement, et qui s'appelait La lucha del guerrillero. On ne parlera jamais assez de l'épopée de la guérilla espagnole sur le sol français, dans la Haute-Savoie, dans l'Ariège, dans le Cantal, dans le Gers, dans les Hautes et Basses-Pyrénées. Partout, les descendants se mettaient debout encore une fois. Les hommes qui pendant 32 mois ont tenu dans la pluie disproportionnée des guerres contre le parjure franco et les troupes d'Hitler et de Mussolini, qui ne voulaient pas permettre, eux non plus, que l'Espagne prit rang de nation civilisée et démocratique. Les hommes qui, battus mais jamais vaincus, se sont réfugiés en France où les attendait le plus humiliant et le plus amer des exils. Se dressaient de nouveau, car ils comprenaient que c'était l'heure de continuer la lutte qui n'était qu'arrêtée. Dans les Basses-Pyrénées, celle-ci fut dure et prolongée. Mais grâce à l'audace et au courage des guérillas espagnols, réussit-on à mettre en échec les Allemands et paralyser presque totalement leur mouvement, ce qui permit en dernier lieu de les assiéger et de les faire prisonniers presque tous. La guérilla espagnole participa à ces opérations d'une façon décisive. Aujourd'hui, en ce 1er octobre, dans cette cérémonie solennelle, nous recomptons profondément émus les morts que nous avons malheureusement, et la liste est trop longue. 14 de nos meilleurs camarades sont restés dans la lutte pour la liberté. Ils ne pourront pas contribuer avec nous à libérer notre patrie et ne pourront pas non plus embrasser les leurs qui les attendent depuis si longtemps. Mais le sang qu'ils ont versé, le souvenir de leur prouesse, leur exemple de tous les jours de courage et d'amour de la liberté, notre contact fraternel de toutes les heures, qui dans la lutte unit davantage que la naissance, tout cela contribue à ce que nous luttions avec un courage accru pour atteindre le même objectif qu'ils avaient et pour lequel ils ont donné leur vie, la libération de l'Espagne. Frères qui dormaient de sommeil éternel sous les dalles de cette tombe de Buziet, nous venons vous dire adieu et vous rappeler que le moment est venu de tenir le serment qu'il finissait. Et lorsque nous aurons réussi à libérer notre chère Espagne du joug qui l'opprime, nous viendrons ici avec les frères qui là-bas ont déjà commencé la lutte pour porter avec les gerbes de fleurs de nos jardins la reconnaissance du peuple espagnol. Ce texte était daté du 1er octobre 1944. L'Espagne n'a pas été libérée tout de suite. Malheureusement, elle a subi 40 années de dictature.
Mais leur idéal est toujours vivant et nous continuons à vivre, à essayer de faire vivre cet idéal républicain dans le meilleur moment, dans les meilleures possibilités. Je vais demander à Madame la maire de Buziet de dire deux mots si elle veut. Non. C'est rien préparé, je m'en excuse. Pas préparé, non, mais nous sommes ravis qu'elle nous accueille si chaleureusement à Buziet pour chaque cérémonie. Et elle va déposer la gerbe en l'honneur de ces 14 guerrieros espagnols avec les couleurs républicaines.